Le monde croyait le Burkina Faso à court de surprises. Puis un éclair politique a fendu le Sahel et a changé la donne en une nuit. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a lancé n'est pas une simple réforme, mais une refondation de la justice, de la sécurité et de l'orgueil national. Comment un pays jadis dépendant a-t-il retourné ses prisons en forces disciplinées, ses marginalisés en défenseurs et sa vulnérabilité en doctrine? Sous le soleil qui cogne sur Ouagadougou, une Afrique plus sûre de soi se lève, lucide, résolue et prête à regarder les anciens empires droit dans les yeux. Ce récit n'est pas une chronique de guerre ordinaire, c'est la promesse d'un bouleversement moral et politique. Ce que le Burkina Faso expérimente aujourd'hui pourrait redéfinir la souveraineté africaine pour toute une génération. Sous Ibrahim Traoré, l'idée même de justice s'est déplacée. La prison n'est plus un lieu d'expiation, mais un chantier de reconstruction nationale. Le pari est immense. Transformer 15 600 détenus en une armée disciplinée, loyale, idéologiquement formée. Si l'expérience réussit, elle pourrait devenir un modèle de gouvernance radicale fondé sur la rédemption et non sur la punition. Mais si elle échoue, elle exposera la fragilité d'un rêve trop audacieux, celui d'une Afrique qui se délivre par ses propres moyens. Le monde regarde, partagé entre fascination et crainte, car derrière ce pari se joue bien plus qu'une réforme. Il s'agit du droit d'un peuple à réinventer sa propre dignité. La révélation est tombée un matin, brève, sèche, presque militaire. Les prisons du Burkina Faso allaient en se vider et les uniformes se remplirent. En moins de 2 semaines, 15 600 hommes autrefois condamnés ont été intégrés dans un programme appelé Combat Prison Units, les unités de rédemption. Ce chiffre seul a suffi à bouleverser l'ordre établi. Jamais dans l'histoire récente du Sahel, une telle décision n'avait été prise avec une telle audace. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le pays a entamé une refondation totale de la notion de peine et de devoir. Les détenus n'étaient pas graciés, ils étaient redéployés. Leur dette n'était plus le silence, mais le service. Dans une région minée par la pauvreté et la violence, ce geste a été perçu comme un acte de souveraineté brute, une déclaration que chaque homme compte quand la nation lutte pour sa survie. Les prisons de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou se sont transformées en casernes de fortune. Des uniformes ont remplacé les chaînes et des champs de marche ont remplacé les cris étouffés des cellules. Les observateurs occidentaux ont parlé de populisme, de dérive militariste. Les Burkinabés ont parlé de renaissance. Car au-delà des chiffres et des symboles, une philosophie africaine refaisait surface. La justice n'est pas punition, elle est réparation. C'est cette idée, héritée de Sankara et ravivée par Traoré, qui donne au projet son souffle moral. Dans un pays où 92% du territoire a été repris des mains de la terreur, chaque prisonnier libéré devient un fragment d'histoire réécrite. Et derrière cette transformation, un message implicite se dessine. La dignité nationale vaut plus que l'approbation internationale. Le Burkina Faso n'attend plus d'être sauvé. Il s'entraîne à se sauver lui-même. Dans cette métamorphose sans précédent, une figure se détache. Ibrahim Traoré, à la fois chef d'État et pédagogue d'un nouveau réalisme africain. À ses côtés, une poignée d'officiers et d'instructeurs ont accepté l'impossible, transformer des exclus en soldats du peuple. À Pau, au centre d'entraînement commando, les premiers contingents sont arrivés au lever du jour, leurs pas soulevant la poussière rouge du Sahel. Les témoins racontent la stupeur mêlée d'émotions. Des hommes qui hier portèrent des chaînes portèrent désormais des fusils, droits, silencieux, déterminés. L'effet psychologique a été immédiat. Les villages voisins, autrefois méfiants, ont commencé à envoyer des vivres, du bois, parfois des lettres de soutien. Les mères reconnaissaient dans les visages fatigués des recrues les fils qu'elles croyaient perdus. Le geste politique est devenu humain. La décision d'État s'est changée en symbole de réconciliation. Traoré, conscient du risque, a insisté sur la discipline, la rééducation et la conscience nationale. « Vous n'êtes plus des détenus », a-t-il déclaré. « Vous êtes des soldats de la dignité ». Cette phrase, simple mais puissante, est devenue un mantra dans les camps. Et déjà, les premiers résultats se font sentir. Les routes rouvertes, les marchés reprennent. La peur recule lentement. Le pays découvre qu'en libérant ses exclus, il s'est libéré d'une autre prison, celle de la résignation. Un paradoxe devenu moteur. En transformant la faiblesse en force, Ibrahim Traoré a réécrit les lois de la survie nationale. Tout a commencé par une simple directive.
compiler tous les noms des hommes emprisonnés pour avoir volé de la faim, pour avoir survécu à la pauvreté. Cette phrase, signée du capitaine Ibrahim Traoré, a traversé les murs de la bureaucratie comme une onde de choc. Les juges ont hésité, les gardiens ont tremblé, les ministères ont vacillé. Car derrière cette phrase se cachait une rupture radicale. La justice coloniale, héritée du passé, venait d'être renversée. Les prisons du Burkina Faso, ces forteresses de la misère, sont devenues des centres de mobilisation nationale. Des cellules se sont ouvertes, des uniformes ont remplacé les haillons et des sergents ont remplacé les geôliers. Dans chaque prison, un même rituel. Lecture du décret, silence, puis l'ordre bref, former les rangs. Les détenus, encore incrédules, ont compris qu'ils ne sortaient pas pour fuir, mais pour servir. Le programme fut baptisé CPU, Combat Prison Units. Sous ce nom froid se cachait une idée brûlante. Convertir la honte en force, la dette en devoir. Les premiers contingents ont été envoyés à Pau, au centre d'entraînement le plus réputé du pays. Là, d'anciens détenus ont couru, creusé, rampé, tiré, côte à côte avec des soldats réguliers. Aucun grade, aucun privilège, seulement la sueur et la discipline. Chaque ordre crié était un coup de marteau sur le fer encore rouge de leur passé. Les instructeurs, vétérans des guerres asymétriques, ont refusé la complaisance. Vous êtes soldats, pas symboles. Et peu à peu, l'impossible s'est produit. Les hommes autrefois craintifs ont commencé à marcher en cadence, à se regarder non plus comme des coupables, mais comme des frères d'armes. Le ministère de la Défense a suivi avec une rigueur chirurgicale. Rééducation idéologique, cours d'histoire africaine, discipline stricte. Chaque recrue a appris le serment du CPU. Je défends la terre qui m'a condamné, car elle m'a rendu libre. Les résultats furent fulgurants. En 3 mois, la criminalité urbaine a chuté, les attaques rebelles ont reculé, et les villages du Nord ont signalé le retour de la sécurité. Les sceptiques ont parlé de propagande, mais les chiffres, eux, parlaient d'eux-mêmes. Les convois humanitaires circulaient à nouveau, les routes autrefois fermées ont rouvert. Dans les rues de Ouagadougou, les gens chuchotaient avec fierté « Nos fils reviennent, pas en prisonniers, mais en protecteurs ». L'effet symbolique a dépassé les frontières. Au Mali, au Niger, en Guinée, des officiers ont discrètement demandé à observer le modèle. Certains y ont vu une doctrine nouvelle, la doctrine Traoré, une stratégie de rédemption nationale. Mais derrière la ferveur, les menaces couvaient. Des drones étrangers survolaient les zones libérées. Des satellites traçaient des itinéraires militaires et des rapports parlaient d'activités anormales dans le ciel du Sahel. Ibrahim Traoré, lucide, savait que la renaissance du Burkina Faso dérangeait les équilibres anciens. Il a ordonné alors qu'ils regardent, qu'ils apprennent. Nous n'avons plus peur. Et dans cette phrase, l'Afrique entière a entendu un défi. Sur le plan de la sécurité, un basculement sans précédent a eu lieu. Les zones autrefois qualifiées de rouges sont désormais sous contrôle local. Les unités CPU, mieux intégrées que prévu, ont permis à l'armée régulière de concentrer ses efforts stratégiques. Résultat, une réduction de 73% des incidents armés en un semestre. Les populations déplacées commencent à revenir, reconstruisant maisons, puits et marchés. Dans les villages, le nom d'Ibrahim Traoré se prononce avec la gravité d'un serment, non comme celui d'un chef, mais d'un symbole de résistance. Sur le plan économique, les programmes de réhabilitation ont dynamisé les circuits locaux. L'État a réaffecté les budgets pénitentiaires à la production agricole et artisanale. Des ateliers de mécanique, de menuiserie et de couture gérés par d'anciens détenus produisent désormais pour l'armée. Cette économie de la rédemption a stimulé un PIB en croissance de 4,8% sur le dernier trimestre observé. Les experts parlent d'un modèle d'industrialisation morale, transformer la faute en fonction. Sur le plan diplomatique, le projet a bouleversé les rapports avec les partenaires extérieurs. Les chancelleries occidentales oscillent entre critique et prudence. Certaines ONG ont suspendu leur coopération, invoquant un risque de dérive militariste. Mais sur le terrain, les missions africaines, notamment du Mali et du Niger, expriment admiration et intérêt. Des délégations ont visité les camps de Pau et de Koudougou pour étudier le modèle CPU. Un mémorandum officieux circule déjà sous le nom de doctrine Traoré. Il propose une alliance sahélienne fondée sur la justice participative et la sécurité endogène. Sur le plan culturel et symbolique, le changement est le plus profond.
Les chansons populaires remplacent les hymnes importés. Les films et poèmes locaux racontent la renaissance des oubliés. Des artistes peignent sur les murs de Ouagadougou des silhouettes d'hommes brisant leurs chaînes pour hisser un drapeau. Ce nouveau récit national a replacé la dignité au cœur de l'identité. La jeunesse, autrefois tentée par l'exil, commence à se revendiquer héritière de ce courage collectif. Les écoles enseignent l'histoire récente comme une fierté, non comme une plaie. Et dans ce renversement culturel, le monde découvre un paradoxe. Le pays le plus pauvre du Sahel est devenu le plus riche en espoir. Ibrahim Traoré l'avait prédit. Quand un peuple reprend sa foi en lui-même, aucune armée ne peut le vaincre. Dans cette optique, 3 trajectoires possibles se dessinent pour l'avenir. D'abord, une continuité maîtrisée pourrait voir le CPU atteindre sa pleine capacité opérationnelle. Les 15 600 hommes deviennent un corps permanent intégré à l'armée régulière. Les frontières du Nord se stabilisent, les flux commerciaux reprennent et les alliances régionales se renforcent avec le Mali et le Niger. Le pays consolide son indépendance sans rompre le dialogue international. Ce scénario, le plus probable, dépend d'une discipline constante et d'un encadrement rigoureux. Ensuite, un scénario optimiste envisage un effet de contagion régionale. Le modèle Traoré inspire une union panafricaine de la sécurité endogène. Plusieurs États du Sahel adoptent des programmes similaires, multipliant par 3 la capacité de défense régionale. L'Union africaine, sous pression populaire, reconnaît officiellement la doctrine de rédemption stratégique. L'économie burkinabé enregistre une croissance annuelle supérieure à 7%, portée par la confiance et la production locale. Ce scénario transformerait le Sahel en laboratoire d'autonomie africaine, un précédent historique. Enfin, un scénario pessimiste redoute un retour des ombres. Les tensions diplomatiques s'aggravent. Des puissances extérieures, inquiètes de la montée du modèle souverainiste, multiplient les pressions économiques et les survols militaires. Une infiltration étrangère dans les unités CPU provoquerait une fracture interne. Les programmes de réinsertion se politisent, la discipline se fissure, et la peur revient. Dans ce cas, le pays risquerait de replonger dans une spirale de méfiance et d'isolement. Traoré, conscient de cette menace, a déclaré « Notre indépendance sera testée non par la guerre, mais par la patience. » Entre ces 3 chemins, le plus grand défi reste constant. Maintenir la cohésion morale d'un peuple éveillé. Car la révolution n'aura de sens que si elle survit à son propre succès. Et dans le Sahel, la victoire la plus difficile n'est pas de conquérir le territoire, c'est de conserver la foi. Au-delà des chiffres et des doctrines, le projet d'Ibrahim Traoré touche à quelque chose de profondément humain. Chaque Burkinabé, qu'il vive à Ouagadougou ou dans les plaines du Nord, se sent désormais impliqué dans une œuvre commune. Les marchés, les écoles, les mosquées, les champs, tout porte la trace d'un réveil collectif. La politique n'est plus perçue comme une abstraction, mais comme un acte quotidien. Les femmes, souvent premières victimes de la guerre, deviennent les piliers de cette reconstruction silencieuse. Elles nourrissent les soldats, soignent les blessés, tiennent les foyers debout. Les jeunes, eux, trouvent enfin dans leur pays une cause plus grande que la fuite vers l'Europe. Certains se portent volontaires pour encadrer les unités CPU. D'autres lancent des ateliers de formation civique et agricole. L'idée de service a changé de sens. Ce n'est plus un devoir imposé, mais un engagement choisi. Dans les écoles, les professeurs racontent l'histoire récente comme une fable de dignité retrouvée. Et les enfants, levant la main, demandent « Monsieur, est-ce que moi aussi je peux servir mon pays un jour ?» Ce simple échange illustre le véritable succès de la doctrine Traoré. Transformer la peur en fierté, la honte en mission. Dans un monde saturé d'individualisme, le Burkina Faso rappelle une vérité oubliée, qu'une nation ne se sauve pas par ses élites, mais par ses citoyens. Et si cette conviction traverse les frontières, elle pourrait rallumer la flamme d'un continent trop longtemps défini par les autres. Le renouveau africain ne se dit pas, il se vit. Pour que cette transformation tienne dans le temps, une feuille de route claire a été définie. Il s'agit d'abord de renforcer les institutions par une loi sur la réinsertion stratégique, précisant les droits, devoirs et limites des unités issues des prisons. Ensuite, un système d'apprentissage permanent combinant discipline militaire, alphabétisation et formation professionnelle vise à faire du CPU un vivier de métiers pour la reconstruction nationale. Puis, la création d'un Conseil sahélien de défense endogène associera le Mali, le Niger et la Guinée pour partager expériences, renseignements et infrastructures. Par ailleurs,
une économie de la dignité réaffectera une partie du budget militaire à la production locale et à la reconstruction communautaire, chaque unité CPU participant à la construction de routes, d'écoles et de puits. Enfin, des comités civils indépendants contrôleront les actions du CPU, évalueront les résultats et préviendront tout abus, garantissant ainsi une transparence essentielle à la légitimité durable du modèle. Cette feuille de route, ambitieuse mais pragmatique, cherche à transformer une initiative d'urgence en politique d'État durable. Elle repose sur une conviction. La souveraineté ne se protège pas seulement par les armes, mais par la responsabilité partagée. Et si ce plan réussit, il deviendra non pas un simple précédent, mais un repère continental. Le soir tombe sur Ouagadougou, et dans la lumière dorée, les chants des fils de la rédemption résonnent encore. Leurs pas, désormais réguliers, rappellent à tout un peuple qu'aucune nation ne renaît sans douleur. Ibrahim Traoré, observant les défilés depuis la cour du palais, sait que cette révolution ne s'écrit pas à l'encre, mais à la sueur. Ce qu'il a semé dans la poussière du Sahel dépasse la politique. C'est un acte de foi. Les prisonniers d'hier sont devenus les gardiens d'aujourd'hui. Leurs chaînes brisées sont exposées dans les musées, non pour humilier, mais pour instruire. Chaque drapeau hissé par un ancien détenu devient un symbole de ce que l'Afrique peut devenir lorsqu'elle croit en elle-même. Et quand les tambours battent dans les villages libérés, les enfants dansent au rythme d'un mot nouveau, dignité. Car au bout du compte, cette histoire n'est pas celle d'un homme, mais d'une génération qui a décidé de ne plus attendre l'autorisation d'exister. Le Burkina Faso ne suit plus l'histoire, il la réécrit. Et sous le vent chaud du Sahel, on entend souffler la promesse d'un continent qui se relève. Ce que le Burkina Faso accomplit aujourd'hui dépasse ses frontières. La doctrine Traoré n'est pas seulement un projet politique, c'est un miroir tendu à toute l'Afrique. Elle pose une question simple mais redoutable. Que ferions-nous si nous décidions, nous aussi, de croire en notre propre force? Les révolutions les plus durables ne naissent pas des armes, mais des consciences. Et chaque citoyen, chaque artisan, chaque étudiant du continent porte désormais une part de cette responsabilité. Le monde peut encore douter, mais les faits sont là. Les chaînes tombent, les chants renaissent, la dignité revient. Il ne s'agit pas d'applaudir un homme, mais d'accompagner un mouvement. Alors, que vous soyez à Dakar, Bamako ou Abidjan, la question reste la même. Comment participerez-vous, à votre manière, à cette nouvelle écriture de l'histoire africaine? Le futur n'appartient plus à ceux qui possèdent les bombes, mais à ceux qui possèdent la foi. Et cette foi, aujourd'hui, parle avec l'accent du Sahel.